Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Gouvernement et SAMES signent la fin de la grève des blouses blanches. Les médecins ont repris le travail après la signature d'un protocole d'accord. Dans nos sujets, 4 avril, zoom ce soir sur la gendarmerie et la douane, deux institutions qui jouent un rôle important dans le développement économique et social du Sénégal. À 2 jours du lancement de la chaîne RTS 4 Casamance, les préparatifs vont bon train. Tout est fin prêt à l'image du studio devenu une attraction à Ziguinchor. Et puis dans la rubrique Au cœur de nos cultures, nous nous intéressons ce soir à l'ensemble lyrique traditionnel du Sénégal, groupe créé en 1965 par le président Léopold Sédar Senghor. Le 1er avril, jour des farces et autres blagues du genre attrape-nigo, en gros un jour baptisé poisson d'avril. Seulement dans notre société, ces farces sont souvent appréciées différemment. La presse s'amuse à donner des informations non fondées, les populations donnent leur point de vue. Mais d'où vient la tradition d'accrocher des poissons dans le dos des gens en criant? Élément de réponse dans ce sujet signé Louise Bizza. Le 1er avril, jour d'information surprise, de stupéfaction ou d'étonnement. Cette année encore, la presse s'est prêtée au jeu. Pour le canular de l'année, certains quotidiens ont porté leur choix sur le chef du gouvernement. À la une de Direct Info, la démission du Premier ministre. Poisson d'avril oblige, certains citoyens n'ont pas mordu à l'hameçon. Mais j'espère que si Mme Mimi Touré, Premier ministre du Sénégal, démissionne, actuellement le président de la République n'est pas au Sénégal. Bon, moi j'espère que c'est une poisson d'avril. La journée du 1er avril a donc débuté avec un gros poisson à la une de certains quotidiens. Mais la presse écrite n'est pas le seul médium à livrer des informations plus ou moins vraisemblables. La radio, elle aussi, s'est mêlée à la danse. Chers auditeurs de la 95.7 FM, la chaîne nationale, nous annonçons l'arrivée du président de la République, M. Macky Sall, pour une visite de courtoisie à la chaîne nationale à partir de 15h. Absent du Sénégal, le président de la République est quand même annoncé sur les ondes de la radio Sénégal Internationale. Effet d'annonce ou simple stratégie? Quand on annonce ça, comme pour dire que le président sera là, donc je crois que les auditeurs vont appeler avant 15h pour demander quand est-ce qu'il va venir. Ce sera une grande fierté pour les auditeurs de communiquer avec le président à travers la radio, la 95.7 FM. Le poisson d'avril n'amuse pas toujours la galerie. D'aucuns pensent que c'est une pratique de source purement occidentale qui n'a pas sa place dans l'islam. C'est quelque chose que je ne conçois ni dans ma culture ni dans ma religion. D'une part, il s'agit de venir faire une blague et d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le musulman c'est quelqu'un qui ne ment pas, quelle que soit la situation, quels que soient les événements. On ne peut se permettre de mentir dans des situations, quelles qu'elles soient. C'est la vérité qui confirme l'attitude et le comportement du musulman dans ses actes. Même si la presse en fait souvent ses choux gras, le poisson d'avril peut parfois s'avérer être une plaisanterie de mauvais goût. Quelqu'un peut t'appeler, t'annoncer une bonne nouvelle comme une mauvaise, en te disant qu'il y a quelque chose qui est arrivé, toi tu as peur. Et lui, lorsqu'il finit, il te dit non, c'est du poisson d'avril. Et si tu as des tensions ou bien maladies comme ça amène quelque chose de grave. Le 1er avril est le jour des blagues et des farces de tout genre. Cette tradition trouverait son origine en France en 1564. Selon la légende, l'année aurait commencé au 1er avril, mais le roi de France, Charles IX, décida que l'année débuterait désormais le 1er janvier. Mais en fait, l'année civile n'a jamais débuté un 1er avril. Les mécontents profitèrent donc de l'occasion pour remettre des faux cadeaux et jouer des tours à leur prochain. Le secret du poisson d'avril dévoilé par Louise Bizza qui n'a pas été accroché ce mardi. La semaine régionale de la jeunesse a été relancée hier à Dakar. Le thème de cette année est jeunesse, civisme et citoyenneté. L'objectif est de permettre aux jeunes d'échanger avec les autorités afin de construire un Sénégal émergent. Aïssatou Dioptal.
C'est par l'hymne national que la cérémonie de lancement de la Semaine de la jeunesse à Dakar a démarré. Il s'agit à travers cette activité d'offrir aux jeunes un cadre de rencontre, d'échange et de brassage. L'objectif est de renforcer l'unité nationale, le sentiment d'appartenance en une seule nation sénégalaise. La Semaine régionale de la jeunesse figure en bonne place dans l'agenda de notre pays. C'est un moment assez intense pour les jeunes du Sénégal d'occuper le devant de la scène, de faire l'actualité et de travailler autour d'activités et de promotion de la jeunesse dans notre pays. La première édition de la Semaine nationale de la jeunesse a été organisée en 1967 par le président Léopold Sédar Senghor, mais le grand rassemblement n'a pas eu lieu entre 2000 et 2012. C'est seulement avec le président Macky Sall que les jeunes ont pu renouer avec l'ambiance de cette manifestation. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus de repères, si on peut s'exprimer ainsi. Donc c'est pourquoi il va falloir faire revenir certaines choses, surtout en ce qui concerne le civisme et la citoyenneté. Pour cette édition 2014, les jeunes de Dakar ont comme marraine Coumba Gawlo Seck. Cette dernière les a invités à s'armer de courage et d'honnêteté pour faire face aux multiples défis. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est de comprendre que le pays leur appartient, que le Sénégal est notre pays, que c'est eux les ouvriers qui doivent construire ce chantier qu'est le Sénégal. Le Sénégal émergent, c'est eux les acteurs. C'est à eux de se battre, de croire à leur patrie, de croire au drapeau de notre pays, de croire en leurs études et de savoir que l'avenir du pays, donc de notre cher Sénégal, est entre leurs bras. Le thème de cette année est jeunesse, civisme et citoyen. La cérémonie de lancement a été l'occasion pour les jeunes de démontrer leur talent artistique. Un atelier de formation sur l'utilisation du protocole de Maputo relatif aux droits des femmes s'est ouvert hier à Dakar. Des juristes des États d'Afrique francophone vont échanger sur cet instrument, sur la question notamment de la protection des femmes et des filles. C'est un compte-rendu de Mansour Sow. Après plusieurs mois de négociations, les discussions ont été concluantes. Un accord a été trouvé entre le SAMES et le gouvernement, accord qui a abouti à la levée du mot d'ordre de grève. Nous l'avons toujours dit, la place des médecins, c'est vrai, est au niveau des structures sanitaires. Et dès demain, tous les médecins du Sénégal vont retourner au niveau de leur structure sanitaire pour s'occuper des malades et faire face également à ce problème de santé publique majeur qu'est la fièvre d'Ebola. Mais nous espérons que le virus n'est pas encore rentré dans notre pays. Ce retour à la normale dans les hôpitaux est apprécié à sa juste valeur par la tutelle. C'est vraiment une grande satisfaction de voir que nous nous retrouvons. Car cela va dans le sens du bien-être de nos populations. Le secrétaire général du SAMES l'a dit. Tous les mouvements dans le secteur de la santé, quels qu'ils soient, à plus forte raison des grèves, posent problème aux populations. Donc je sais que personne n'a envie vraiment que cela se fasse. Des efforts sont attendus de part et d'autre pour prendre en charge les revendications des travailleurs dans le secteur de la santé. Je pense que l'effort que le gouvernement a fait à cette étape montre que le gouvernement fera encore d'autres efforts pour arriver à ce qu'on arrive dans une fonction publique où règne l'équité, où les agents seront mis dans des conditions où ils auront intérêt à rester dans la fonction publique. Parmi les points d'accord, il y a la titularisation de tous les médecins recrutés dans le corps des fonctionnaires, le relèvement de l'âge de la retraite à 68 ans pour les médecins, l'attribution de bourses de formation, entre autres. Un petit rectificatif, c'était Kaltom Gueye qui nous parlait de l'accord signé entre le SAMES et le gouvernement, un accord qui met fin à la grève des médecins. Nous allons à présent voir cet atelier de formation sur l'utilisation du protocole de Maputo relatif aux droits des femmes qui se tient à Dakar. Des juristes des États d'Afrique francophone vont échanger sur cet instrument, sur la question notamment de la protection des femmes et des filles. Un compte rendu signé Mansour Sow. Au cours de cette session de formation, il a été question d'initier les différents participants sur l'utilisation du protocole de Maputo dans les actions en justice. Protocole relatif aux droits des femmes.
Plus de 10 ans après son adoption par l'Union africaine, l'application pose toujours problème. Si le juge ne connaît pas le texte, il en fera une mauvaise application. Et si l'avocat lui-même ne sait pas sous quel angle attaquer la question de l'application du texte, ça pose toujours problème. Et ces rencontres sont souvent l'occasion de réunir des avocats, des magistrats, des universitaires pour que l'on discute ensemble de la meilleure manière de faire appliquer une convention internationale au niveau national. L'État qui met en prison des femmes allaitantes, des femmes avec des enfants en bas âge, des femmes enceintes, contrevient aux droits des enfants tels qu'ils sont dans la Charte africaine des droits de l'enfant. La faible application des conventions par les tribunaux nationaux en dépit de leur supralégalité consacrée est un handicap à l'épanouissement de la femme. Elles sont encore victimes d'actes barbares. Hier soir, je revenais d'Italie et à 0 heure que j'ai entendu qu'il y avait une femme qui a été kidnappée, une femme de 24 ans, qui a été kidnappée des Parcelles Assainies et finalement qu'on a retrouvée ligotée, violée et de façon très sauvage et jetée à Tambacounda. Et le centre de formation judiciaire intègre et va intégrer déjà des curricula de formation à l'endroit des juges, à l'endroit des futurs juges, les former sur le droit international, sur ces traités et sur la nécessité de donner toute leur importance à ces traités. Le protocole de Maputo est un instrument juridique innovateur à plusieurs égards. Sa mise en œuvre va favoriser des avancées significatives en matière des droits des femmes dans plusieurs sphères de la vie. Au sortir de cet atelier, les participants seront suffisamment outillés pour respecter et faire respecter les droits des femmes. Notre page concernant les préparatifs de la fête de l'indépendance, la direction de l'information et des relations publiques des armées a rencontré la presse. La DIRPA est revenue sur les dispositions prises pour le défilé du 4 avril prochain. Cette année, l'événement sera marqué par la présence du président namibien, invité d'honneur du président de la République Macky Sall. Salut sec pour le compte rendu. Face aux journalistes, le directeur de l'information et des relations publiques des armées est revenu sur les dispositions prises pour la couverture médiatique du défilé. Cette année, l'événement sera marqué par une cérémonie de prise d'armes suivie d'un défilé. Le 4 avril, contraintes et impératifs convergeront vers la rigueur. La rigueur parce que ça fait 2 ans que nous n'avons pas eu à célébrer un événement similaire. La rigueur parce que nous aurons en fait le Gotha de notre République là-bas sur la place de l'obélisque. La rigueur du moins parce que tous, n'est-ce pas, toutes les populations nous regardent, nous écoutent et nous suivent. Mais aussi la rigueur parce que lorsqu'on fait quelque chose et on a la mission de faire quelque chose, on a le devoir aussi bien physique que moral, n'est-ce pas, de bien la faire. Forces de défense et de sécurité et développement économique et social, c'est le thème choisi, une manière pour l'armée de démontrer et de mettre en relief sa contribution à l'émergence du Sénégal. Le prolongement logique de celui-là même qu'on avait eu à adopter et traiter, exposer et magnifier lors de la journée des forces armées, à savoir donc les forces armées au service de la nation. C'est toujours donc dans le même sillage que nous nous inscrivons, cette fois aussi, pour prouver, montrer, communier avec nos populations, avec ce que dans la prospective les armées peuvent faire pour le développement socio-économique de notre pays. Le défilé de cette année sera aussi marqué par la présence du président namibien, invité d'honneur du chef de l'État. Au total, 2500 civils et 2497 militaires et paramilitaires vont y prendre part. Il y a déjà de bons signes indiquant que la fête de l'indépendance sera belle. Le chef d'état-major général des armées se dit satisfait de la prestation des civils et militaires. C'était ce matin lors de la répétition générale pour le défilé du 4 avril à la base militaire de Ouakam, Louis-Philippe Sagna. Tôt le matin, le grand rassemblement pour présenter la meilleure maquette possible avant le jour J. Cela passe d'abord par cette revue des troupes effectuée par le chef d'état-major général des armées. Danse gymnique, présentation de différents tableaux, les majorettes de l'institution Notre-Dame ont ouvert la voie aux écoles et autres formations du défilé civil.
Autres démonstrations, non pas des moindres, celle des majorettes du lycée Kennedy. La fête de l'indépendance est une occasion pour les forces de défense et de sécurité de magnifier le concept Armée-Nation. Un défilé motorisé des corps militaires et paramilitaires a précédé le passage des écoles et des troupes à pied. Ce que nous avons vu nous rassure et nous allons continuer donc la préparation. On a vu vraiment des civils, je dirais plutôt des jeunes en tout cas qui ont eu beaucoup d'enthousiasme, qui ont très bien défilé vraiment et qui sont bien habillés, c'est surtout ça le plus important, qui sont dans des groupes homogènes et qui ont défilé pratiquement comme des militaires. Les responsables des différentes unités ont bien pris note. Ils ont encore la possibilité d'apporter des correctifs. Le 4 avril, devant le chef de l'État et son hôte de marque, le président namibien, tout doit être bien fait. C'est elle qui doit jouer certaines partitions du défilé. La musique principale des forces armées est en répétition. 4 avril oblige trompette, tambour et saxophone seront de la fête. La formation a reçu un nouveau matériel, un bon moyen pour booster les troupes. Amsatou Sey. Un pas cadencé par le rythme régulier de la symphonie. Trompette, tambour, saxophone s'associent pour faire naître une harmonie toute militaire. Une impression d'ordre, de discipline et de rigueur transparaît. La musique principale des forces armées est en répétition. On va comme d'habitude assurer le 4 avril à Dakar, comme dans les régions. On va envoyer un détachement à Matam, à Louga, à Kolda, à Kédougou, et puis à Fatick et à Diourbel. Pour bien préparer l'événement, la formation s'entraîne chaque matin sur des aires plus enivrantes les unes que les autres. Cette année, il faut souligner que le commandement a fait de grands efforts pour rééquiper cette formation pour que nous puissions travailler dans de très bonnes conditions et vous allez le découvrir le jour J. Il n'en dira pas plus, la musique finale sera une surprise. Mais tout de même, voici un avant-goût. On va parler des troupes qui vont défiler, comme la gendarmerie nationale qui construit au quotidien un cadre propice à la circulation des personnes et des biens. Une mission qu'elle mène à travers toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, elle part en croisade contre le vol du bétail. Quelle stratégie la gendarmerie développe-t-elle contre cette forme de criminalité? La réponse dans ce sujet de Moussa Mané. Maillon important dans le dispositif sécuritaire du pays, la gendarmerie territoriale est chargée de la surveillance, de la recherche, du renseignement. Elle exerce aussi des missions de police judiciaire, administrative et militaire. Dans le cadre de la protection des biens et des personnes, elle fait face au fléau du vol de bétail. La plus haute autorité de l'État, le président de la République,
qui a donné des orientations pour l'éradication de cette forme de criminalité aux conséquences économiques, socio-économiques certaines. Le haut commandant de la gendarmerie a donné des instructions à la gendarmerie territoriale pour engager la lutte contre ces délinquants. C'est ainsi que les commandants de légions territoriales ont élaboré chacun des plans d'action. C'est le cas au niveau de la Légion Nord. Le dispositif fait intervenir toutes les unités. Donc ça se résulte à une surveillance des axes routiers, sur le contrôle des bétails qui sont transportés. Ensuite, sur la visite périodique des aires d'abattage pour éviter l'abattage clandestin. Et surtout, communiquer, sensibiliser sur les méfaits de la transhumance. Grâce à une synergie d'action, des résultats probants sont enregistrés. Des troupeaux sont retrouvés entre les mains de voleurs à travers le territoire. En effet, le 6 mars 2014, un troupeau composé de 24 bovins, dont 7 taureaux et 17 vaches. Ce troupeau volé a été découvert par la brigade territoriale de Linguère à Thiarny. Et le 8 mars également, un autre troupeau de 57 têtes volé dans le Djolof. Ce troupeau a été découvert par la brigade territoriale de Koumpentoum. Pour endiguer définitivement le phénomène, les gendarmes restent toujours sur le qui-vive. À travers donc ces actions, ils contribuent au développement économique et social du Sénégal. La douane est également en première ligne. Son administration joue un rôle important dans le développement économique et social. Entre autres missions de la douane, une mission fiscale, une mission économique et une mission de sécurisation. Amélie Diop. Sa mission de protection de l'économie sénégalaise la propulse aux avant-postes. Le long des frontières et dans les différentes portes d'entrée du territoire national, la douane sénégalaise veille au grand. Objectif assigné aux soldats de l'économie, contrôler les marchandises, lutter contre la fraude et collecter les taxes. Des tâches essentielles qui font de la douane l'un des démembrements les plus dynamiques de l'État. Aujourd'hui, la douane a mis en place un programme de partenaires privilégiés. Donc cela participe aussi à identifier les opérateurs économiques citoyens qui puissent permettre donc à l'État d'être vraiment en phase avec ces programmes de développement économique et social. Ça, c'est important surtout par rapport à ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler le plan Sénégal émergent. Pour jouer pleinement son rôle dans l'économie sénégalaise, la douane a amélioré ses outils d'intervention. Par exemple, le nouveau code des douanes va faciliter aux opérateurs économiques les procédures. Le code des douanes a été revu et ça a été voté par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, s'il y a une révolution dans ce code-là, c'est véritablement les outils que la douane propose aujourd'hui pour accompagner donc, les opérateurs économiques dans le cadre donc, de leur activité. À Colobane se trouve le centre médico-social de la douane, véritable vitrine sociale de la corporation. Chaque année, plus de 20 000 patients bénéficient de soins ici. Les services sont donnés par des médecins généralistes et spécialistes. Nous soignons des malades d'origine diverses, de professions diverses. Nous soignons les agents des douanes et leurs familles. Nous faisons du social ici. N'est-ce pas? Le ticket ne vaut pas grand-chose. Le centre médico-social des douanes, il est à un carrefour où convergent beaucoup de populations. Les quartiers environnants fréquentent assidûment le centre. Au niveau de la maternité, nous avons non seulement les consultations prénatales et le programme élargi de vaccination, le suivi. Nous avons un gynécologue qui vient une fois par semaine pour consulter les patients. La douane, à travers son centre médico-social, organise aussi des consultations médicales et des séances de dépistage du cancer du col de l'utérus pour soulager les populations. Nous reviendrons sur les préparatifs de cette fête du 4 avril dans nos éditions de demain. Mais parlons à présent de la chaîne RTS 4 Casamance. Le lancement est prévu ce 4 avril à Ziguinchor. Sur place, les préparatifs vont bon train.
Tout est fin prêt à l'image du studio devenu une attraction dans les locaux devant habiter la toute première chaîne décentralisée à Ziguinchor. L'ambiance est au rendez-vous. C'est un reportage signé Ousmane Garifaï. RTS 4, du rêve à la réalité. À 72 heures du lancement, événement tant attendu dans la Casamance naturelle, les choses se précisent. Ici, le studio central est en phase d'être livré, les travaux exécutés à 98%. Je savais que mes hommes étaient des travailleurs, parce qu'en 4 jours, quand même, ils ont eu à terminer presque le décor. Encore une fois, je retire le chapeau en me disant que c'est des gens qui sont conscients de leurs responsabilités. Satisfait du responsable de la prod, quand il dresse le constat, c'est pour rendre hommage à ces hommes. Ils sont câbleurs, décorateurs, techniciens des sons et de lumière. Eux, ce sont les hommes de l'ombre, jamais visibles, mais toujours décisifs. La Casamance, bon, c'est le vert d'abord. C'est la verdure. C'est pourquoi on a utilisé le vert. Le studio, les gens ont dit que c'est beau. Acoustique, pour que son bi bañ a def écho, pour que aussi gars yi mën a liggéey tranquillement te tàngaay bi du leen déranger ndax éclairage bi day génne benn chaleur bu tàng. waaw dinañ kontaan bu baax inchallah parce que moom dañ ko def pour suñu réew daal. On a utilisé 3 types de lumière froide. Nous avons utilisé des flux light, des duo light et des quad light. En fait, c'est des projecteurs qu'on utilise qui ne chauffent pas et qui nous permettent d'avoir une très bonne lumière. Tous les détails techniques passés au peigne fin. Pourtant, il y a 4 jours, ces murs, voire le bloc en entier, étaient encore vierges. Mais dès leur arrivée, ces techniciens ont mis les bouchées doubles. Câblage, revêtement, tapisserie, rien n'est laissé au hasard. Le pari est connu ici. Le studio, lui, hors des sentiers battus. Dans ce studio, donc, nous aurons 3 caméras de type HD et ça sera l'un des premiers studios donc, au niveau de la RTS équipé en matériel HD. Donc c'est une grande innovation au niveau de la RTS. Ces hommes veulent aller très vite. Ici, le contre-la-montre est avant tout une affaire de cœur et d'équipe. Animateurs, présentateurs des différentes éditions en langue locale, équipe rédactionnelle, tous sont sur le qui-vive, armés qu'ils sont d'une bonne formation pour être à la hauteur du défi. On a une grande responsabilité par rapport à cette télévision et j'espère qu'on va faire tout le maximum pour faire plaisir à la population casamançaise. On va certainement nous investir dans le journal mais également dans les magazines. Nous comptons donner le maximum de nous-mêmes pour le plaisir des populations. Ainsi va RTS 4. Innovation, modernisation, pédagogie de la proximité, le triptyque se veut à la hauteur des attentes. Ça va changer beaucoup de choses dans cette région. Je pense que la radio a été un médium très bien implanté ici dans la région. La télévision arrive avec beaucoup d'espoir par rapport aux projets de l'État qui sont un peu énumérés pour ce pôle Casamance. Et la télévision sera en fait l'accompagnateur de toute cette politique étatique qui sera exécuté dans cette région. 2015 approche, le coup d'essai est déjà un coup de maître pour les concepteurs du projet, à leur tête, le directeur général. Le lancement de la chaîne 4 à Ziguinchor est sur toutes les lèvres. La télé est très attendue dans cette partie sud du pays. Tout le monde veut se retrouver dans les programmes. C'est le cas à Pâques, à 17 km du centre-ville où s'est rendue Anne-Marie Gomis. L'homme au Manjac, d'après les 8 dires, qui a donné naissance à cette localité située au nord-ouest de Ziguinchor sur la RN4. Ompac, ce village frontalier entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Un va-et-vient qui rythme la vie au quotidien à la frontière sous le contrôle de nos armées. À l'intérieur, la voie principale qui sépare la forêt des lieux d'habitation. 35 000 personnes venues d'horizons divers vivent ici en parfaite harmonie. On trouve ici tout, que les Guinéens de Bissau, de la Conakry, les Ivoiriens. Au Sénégal, toutes les ethnies se trouvent au Sénégal, en Ampac. Les Wolof, Serir, Mankandjola, tout le monde est là. Le décor nous renseigne sur le niveau de vie. Tout semble s'arrêter en cette période de l'année où l'agriculture, la principale activité, est en veilleuse. Pas d'occupation, l'oisiveté règne en maître. Sous l'arbre à palabre ou autour de la télévision, le seul poste disponible dans le quartier, la nouvelle est déjà sur toutes les lèvres. L'arrivée de la chaîne 4 est très attendue. On a la RTS 4, ça va nous arranger aussi de venir faire aussi des émissions ici. Parce que parfois, ici, il y a trop d'élèves, mais ils ne sont pas branchés complètement. L'Internet, ici, on n'a pas d'Internet.
Maintenant, si vous venez ici en faisant tous ces genres de choses, ça va nous arranger. C'est une bonne chose, ça me fait de la fierté aussi, parce qu'ils pouvaient montrer les images de la Casamance et les histoires de la Casamance aussi, comment est la Casamance, parce que les jeunes de Casamance voulaient savoir comment est la Casamance. Leurs aînés aussi ont une idée des programmes. C'est une bonne chose pour la raison. On aimerait voir les émissions sur la femme et sur les enfants. C'est important. Jeunes, adultes, hommes ou femmes, tout le monde veut se retrouver à travers la chaîne 4 qui pourrait jouer un rôle clé dans le brassage des cultures et le développement socio-économique de la région. Les populations de Mpaka, 17 km du centre-ville de Ziguinchor, très impatientes donc de voir le lancement de la chaîne RTS 4 à Ziguinchor. C'était un reportage signé Anne-Marie Gomis. On va aller non loin de là, du côté de Sédhiou, pour parler de la réparation de l'émetteur. En un temps record, les techniciens ont fait le nécessaire pour répondre aux attentes des populations locales. C'est un sujet signé Alioune Badarakan. À peine 2 jours de travail et voilà le résultat. Tout est OK. Le signal de la RTS est à nouveau disponible sur toute l'étendue de la région de Sédhiou. L'émetteur d'une puissance de 1500 watts couvre tout le Pakao. On peut dire à la population de Sédhiou que le signal de la RTS 1 est maintenant disponible sur toute la région de Sédhiou. La RTS a déployé les grands moyens pour vraiment que la région de Sédhiou soit couverte en télévision sur la RTS 1. Donc même je peux dire que si on utilisait les 1500 watts, même les pays limitrophes pouvaient être servis. La bonne nouvelle s'est répandue dans les foyers. Les postes téléviseurs sont allumés. La non-disponibilité du signal de la RTS appartient dorénavant au passé. Les Sédhiouas retrouvent leur chaîne mère sur le canal 21, fréquence 471.5. Tout Sédhiou se réjouit de la reprise de vos antennes. Nous vous félicitons et je sais que nous allons à nouveau avoir les informations et suivre en même temps vos programmes. La réparation de l'émetteur en un temps record, une prouesse réussie par ces agents rompus à la tâche. Leur expertise honore une fois de plus la RTS. Je sais qu'un agent simple de la RTS peut être un directeur ou bien un responsable, un chef de département au niveau des autres structures audiovisuelles privées. Nous avons les ressources techniques, qualifiées. Dans une région peu couverte par les autres chaînes, la présence de la RTS est indispensable. Ici, comme partout ailleurs, la télévision nationale, avec une vingtaine de centres émetteurs et les leaders incontestés, son rayonnement est une source de motivation pour tous les agents. Nous restons à Sédhiou pour parler de promotion des petites et moyennes entreprises, une initiative du mouvement pour le changement de comportement, une première à Sédhiou où nous retrouvons Alamdao. Dans cette salle de la Chambre des métiers de Sédhiou, que des entrepreneurs qui veulent se battre pour la survie de leur PME et le rayonnement de l'économie de la région. Ils sont embarqués dans l'aventure par le Mix, un mouvement de la société civile qui a voulu leur offrir l'occasion de voir comment promouvoir leur entreprise. L'idée, c'est de faire un diagnostic avec eux, ce que j'appelle un peu l'autodiagnostic, pour permettre de connaître les problèmes. Et nous venons ici parce que, comme je dis, nous sommes un certain nombre de cadres. Nous connaissons un peu la réglementation, la politique, les institutions qui régissent le cadre des moyennes et petites entreprises, d'une part. Nous connaissons les opportunités de la région, parce que nous sommes tous, quelque part, des professionnels de métiers. Et puis, finalement, nous pouvons savoir, avec les organismes de financement, quelles sont les opportunités de financement, quels sont les mécanismes de financement, quelles sont les procédures pour financer une entreprise. C'est à l'issue d'une tournée que le Mix a conclu qu'il manquait de la création de richesses dans la zone. La région est enclavée, ses entrepreneurs peu puissants. Ils sont souvent confrontés à un problème de financement, comme le cas de Chergueï, qui pilote une unité de transformation de Fognon. Le Fognon est quasiment ancré dans les systèmes de culture aujourd'hui, mais il faut développer cette opportunité.
Alors nous sommes confrontés présentement à un fond de roulement pour pouvoir engager la transformation et aborder dans de meilleures conditions la campagne 2014. 2 jours durant, ces entrepreneurs se sont penchés sur la question de la relance de l'économie à Sédhiou. Des solutions préconisées, il ressort une légitimité à prétendre à une discrimination positive sur certains marchés. Nous pensons que les entrepreneurs de Sédhiou doivent avoir les opportunités et les possibilités de les réaliser. Mais lorsque, dans le cadre de ces programmes, on se voit supplanté par d'autres entreprises beaucoup plus fortes que les entreprises locales, ça pose un problème. C'est une 50aine de cadres qui composent le mouvement d'initiative pour le changement de comportement au Sénégal. Ils veulent aider la population de Sédhiou à prendre son destin en main. Le mix se chargera d'apporter aux entrepreneurs les solutions qui s'offrent à eux. En France, Manuel Valls s'installe à Matignon. La passation de service avec Jean-Marc Ayrault a eu lieu en début d'après-midi. Le nouveau chef du gouvernement français s'engage à donner un coup de fouet à la politique du gouvernement français. La France a un nouveau Premier ministre. La passation de pouvoir s'est déroulée mardi après-midi à l'hôtel Matignon. C'est donc Manuel Valls, jusqu'alors ministre de l'Intérieur, qui succède à Jean-Marc Ayrault. Ce remaniement ministériel est le choix du président Hollande, qui a répondu hier au rejet par les Français de sa politique gouvernementale. À l'occasion des dernières élections municipales, en votant ou en vous abstenant, vous avez exprimé votre mécontentement et votre déception. Et je suis venu ici vous dire que j'ai entendu votre message, parce qu'il est clair. Le choix de Manuel Valls, en tout cas, est clair. Pour bon nombre de Français, l'ancien ministre de l'Intérieur incarne la droite du Parti socialiste. C'est l'aile droite de la gauche, donc je pense qu'il est positionné au centre et que j'espère qu'il va rassembler un maximum d'électeurs. Ah ben moi je pense que c'est très bien, hein, que ça va remettre un peu la gauche dans la droite ligne de l'économie et puis les vrais problèmes de la France, c'est pas de l'idéologie. Hein. Âgé de 51 ans, d'origine catalane, Manuel Valls était considéré, selon un institut de sondage, comme le favori des Français pour occuper le poste de Premier ministre. En tant que ministre de l'Intérieur, il a fait preuve d'une grande fermeté en matière d'immigration, quitte à choquer par ses propos, notamment sur les Roms. Plus libéral social que socialiste, il ne cache pas depuis quelques années ses ambitions présidentielles. Mais sa nomination à Matignon provoque une secousse au sein de la majorité. Plusieurs ministres écologistes ont déclaré qu'ils ne participeraient pas à un gouvernement dirigé par Manuel Valls. On revient chez nous avec la suite de notre série de reportages sur le Waalo. La zone connue pour ses richesses agricoles n'en regorge pas moins d'énormes potentialités touristiques. Seulement ce potentiel dormant n'est pas exploité et le tourisme semble se limiter à Saint-Louis. Force et faiblesse d'un secteur dans la vallée du fleuve, c'est un reportage signé Amadou Ahamdiam. Une bâtisse qui trône allègrement, une stature imposante en face du fleuve Sénégal. Le fort de Dagana charrie à lui seul beaucoup d'histoires. Sur le plan de la découverte, le Waalo renferme aussi ses secrets. Ça, c'est de l'histoire. Hein. Si vous voyez un bâtiment aussi colossal comme ça, qui a servi aux armées françaises, avec le gouverneur Faidherbe, il y a beaucoup d'histoires, n'est-ce pas, à raconter à ce niveau. Entre ces comptoirs coloniaux, ses réserves naturelles et sa richesse culturelle, le Waalo conserve un important patrimoine matériel et immatériel à valoriser. Ici, à Dagana, les acteurs réunis dans l'association Dagana Patrimoine et Développement s'efforcent de relancer le tourisme dans la zone. Aujourd'hui, nous recevons des touristes au niveau de Dagana. Nous recevons des touristes et c'est des gens qui viennent et qui visitent la ville. Nous recevons des touristes et c'est des gens qui passent même la nuit. Et en passant la nuit, on leur propose des groupes culturels. Vous verrez les Bambado, c'est un groupe culturel qui est là à Dagana. Et là, c'est trop bien prisé par les touristes que nous avons. Il y a la troupe Dunia que nous proposons parfois et qui vient avec ses ballets. Le Waalo, à côté de son potentiel agricole, est fortement religieux. Lieu de naissance de Seydi Hadj Malick, le tourisme religieux peut y jouer un rôle de choix. Avec les efforts consentis dans la construction de réceptifs, il ne serait pas mal de faire le prolongement jusque dans ses profondeurs.
Vous voyez bien le fort Faidherbe actuellement qui est réfectionné par la commune à hauteur de plus de 200 millions, hein, avec sa piscine, ses chambres de passage et tout. Et tout ça aussi, nous l'avons fait pour servir un peu d'hôtel. Il y a le centre Morgan qui a des capacités de recevoir plus de 50 personnes. On a l'héberge qui est là devant le restaurant, on était tout de suite, qui a une capacité de recevoir des personnes, 10 personnes, avec une salle de conférence et tout. Mais aussi, on a ici Kretef, qui a une capacité de recevoir 6 à 10 personnes avec des chambres climatisées. Dans la région du fleuve, on a l'impression que le tourisme s'arrête à Saint-Louis. Pourtant, avec la forêt de Doumel et ses phacochères, le réveil des Lamantins dans la réserve de Toc-Toc, de même que les sites historiques comme Der ou Dialawali, le Wallo a sa carte à jouer dans le développement du tourisme au Sénégal. Il suffit simplement de valoriser ces importantes niches pour faire de la zone une destination privilégiée. Allons à Nitch, la cité enclavée, difficile de se rendre dans ce chef-lieu de la communauté rurale. En effet, Nitch est confronté à un déficit d'infrastructures routières. L'axe Nitch-Keur-Momar-Sarr n'est pas du tout praticable, nous dit Maman Moussagna. 35 km environ séparent Keur-Momar-Sarr de Nitch. Nitch, qui abrite l'autre usine des eaux de la zone, souffre d'un véritable enclavement. Du fait seulement d'un accès difficile. L'état de la route qui y mène est tellement dégradé que rares sont les véhicules qui empruntent le tronçon Keur-Momar-Sarr-Nitch. De Nitch à Louga, ça fait 85 km. Donc l'état de la route est un état de dégradation très avancé. Vous avez vu des nids de poules un peu partout. Donc il n'y a même plus de route goudronnée, on peut dire. Après plus d'une quinzaine de kilomètres de course, voici le premier véhicule de transport en commun sur l'axe. Appelé horaire, ce car prend des risques pour assurer le déplacement des commerçantes Banabana. Toutes les pièces de mon car se sont gâtées. On souffre beaucoup de l'état de la route. Nous tombons toujours en panne avant et après chaque voyage. Nous demandons vraiment de l'aide. Les véhicules souffrent de même que les commerçants et leurs produits. La route est vraiment en mauvais état. Combien sont-elles les victimes d'un accident sur cette route? Combien sont ces transporteurs qui ont perdu leur emploi à cause de cette route en mauvais état? Leurs véhicules étant tombés en panne, le nombre n'est pas retenu. Mais à moyenne, en tout cas certains chauffeurs ont finalement décidé de quitter le secteur du transport pour celui de l'agriculture, découragés qu'ils sont. Le trajet Dakar-Louga est plus facile à faire que celui de Louga-Nit. Tellement la route est mauvaise, nous demandons de l'aide au président de la République. Situé dans la zone du Djeri, Nit est à 32 km de Ross-Béthio, la première commune au nord-ouest. Là également se pose un problème de déplacement sur cet axe avec une route bitumée à réhabiliter qui débouche sur le village de Colonna, sur la route nationale numéro 2. Nous lançons vraiment un appel à l'État pour que cette route soit vraiment réfectionnée. Parce qu'entre Nid et Colonna, il y a une piste qui a été faite en 2012, je crois, 2011. Donc c'est une route vraiment qui n'existe que de nom. C'est dire que Nit n'est pas encore sorti de son enclavement. Nit dispose d'un marché hebdomadaire, d'un poste de santé, d'une usine des eaux qui surplombe la localité. Richard Toll, les calèches, moyens de transport interurbains, sont incontournables dans cette ville en pleine expansion. Les habitants utilisent généralement ce moyen de transport pour se déplacer. Les calèches participent fortement dans l'économie de la localité. Philomène Constance Diagne. À 106 km de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, une commune, Richard Toll. Située dans le département de Dagana, on ne saurait décrire la ville sans évoquer la présence des calèches.
Plus connues sous le nom de Wotir, elles sont incontournables pour la mobilité des habitants et le coût des billets est jugé abordable. Nous habitons Kumbasanch, c'est à 3 km de Richard Toll. Nous préférons les calèches au Kalando car ces derniers refusent le détour. Ce sont les calèches qui nous amènent jusqu'à nos destinations pour seulement 100 francs. L'activité est plus exercée par les jeunes. À majorité paysans, ces derniers se convertissent temporairement en conducteurs de calèches. À 23 ans, Aronaba compte 14 ans d'expérience dans le domaine. C'est pas facile. On ne gagne presque rien. Imaginez pour un cheval qui ne fait pas un chiffre d'affaires de 5 000 francs par jour. On nous fait payer des taxes de 5 000 francs l'année et de 3 000 francs le mois. Ce transport par calèche n'est pas sans difficulté. Elles sont liées aux plans de circulation qui leur sont soumis par la municipalité, aux taxes qu'ils disent élevées par rapport à leurs revenus, sans compter l'entretien des chevaux. On n'est pas bien traité. Malgré toutes les taxes que nous payons, nous sommes toujours victimes d'interdits et de limites. C'est pas facile. Même si quelques conducteurs roulent clandestinement, plus de 300 calèches sont enregistrées au niveau de la municipalité. Un nombre non négligeable vu l'apport annuel dans les ressources de la commune. L'existence d'une police à Richard Toll aiderait à mieux faire fonctionner l'activité. Il faut une recette annuelle de 2,5 millions à 3 millions par an. Mais je sais que l'implantation d'une police d'État à Richard Toll, en tout cas aiderait à recouvrer davantage le secteur. Bon, également que le coût au niveau de la taxe sur ce domaine n'est pas très important. C'est 1 000 francs par mois et par calèche. Arona et nombreux de ses pairs espèrent de meilleurs lendemains pour ce métier qui les passionne. La conduite des calèches, régie et contrôlée, devrait plus se développer et profiter à ses pratiquants dans une commune de Richard Toll en pleine croissance démographique. L'ensemble lyrique traditionnel va chanter Sunu Galgi le 3 avril pour accompagner les festivités de l'indépendance. Occasion saisie par la rédaction à travers sa rubrique Au cœur de nos cultures de s'intéresser à ce groupe emblématique créé en 1965 par Léopold Sédar Senghor. Le groupe porte une certaine diversité culturelle. Ndeye Aïda Dia. Ici, c'est la diversité culturelle. Dans l'ensemble lyrique traditionnel, tout le monde sait chanter et danser dans la culture de l'autre. Je suis Wolof et pourtant j'arrive à chanter dans toutes les autres langues. C'est parce que nous répétons chaque jour ici au Théâtre National Daniel Sorano et il faut apprendre le sens de chaque mot afin d'assurer les chœurs quand une ethnie différente de la nôtre est en train de chanter. On chante en Pelle, en Serer, en Bambara, en Diola, en Saraholais, etc. Ça fait plaisir de voir cette diversité culturelle et comprendre que les aspirations des uns et des autres sont bien prises en compte. Et d'abord, les instruments de musique traditionnelle qui traduisent les sonorités de l'Afrique. De la flûte peul au kora, en passant par le khalam et les balafons, tout est synchronisé pour réussir ce rendez-vous du donner et du recevoir. Il faut s'imposer dans un monde d'uniformisation culturelle. On utilise des instruments propres à l'Afrique. Et vous savez, la plupart des musiciens ont fabriqué eux-mêmes leurs outils de travail. Aram Kamara rappelle en Bambara l'histoire. Les Sérères revivifient leur patrimoine avec Ngoné et Mbaye. Les Poulards avec Atchawele. Assalamu alaikum.
Ce que j'aime ici, c'est le dynamisme du groupe. Chacun aime l'autre et le respecte. Et on essaie de se comprendre mutuellement. La plupart des ethnies du Sénégal est représentée dans l'ensemble lyrique traditionnel. Un véritable melting pot, une idée de Léopold Sédar Senghor qui a créé l'ensemble lyrique traditionnel en 1965 pour favoriser le brassage ethnique. 23 chanteurs et musiciens de différentes régions du Sénégal sont engagés dans ce groupe qui a formé des noms charismatiques de la musique sénégalaise, à l'image de Sodama Mafal, Darombey Kharbey Madiaga. La nouvelle génération est heureuse de marcher sur les traces des anciennes sous la supervision de la doyenne Atchawele. Voilà l'ensemble lyrique traditionnel du Sénégal qui compte chanter Sunu Galgi le 3 avril prochain pour accompagner les festivités de l'indépendance. La rubrique au cœur de nos cultures reviendra mardi prochain sur d'autres aspects de la culture sénégalaise. Voilà qui met fin à cette édition. Moubalde sera sur ce plateau pour d'autres nouvelles. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure si vous le voulez bien.